Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à ce Mon Petit Entretien. On est très, très heureux de recevoir Anne Plourde. Alors, je vais vous la présenter tout de suite d'emblée. Anne Plourde est chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Elle est détentrice d'un doctorat en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Elle a réalisé un postdoctorat donc à l'Université York. Ses domaines de recherche portent sur les rapports entre le capitalisme, l'État et les politiques sociales. Elle s'intéresse particulièrement aux politiques de santé, à l'histoire des CLSC, à la privatisation des services et aux récentes réformes dans le réseau de la santé et des services sociaux. Elle est l'autrice du livre « Le capitalisme, c'est mauvais pour la santé », publié chez Éco-Société en 2021, et elle est également autrice du livre qu'elle nous présente aujourd'hui, « Santé Inc. Mythes et réalités du privé en santé, Éco-Société », paru aussi chez Éco-Société, donc cette année 2024. Alors, Anne, on est vraiment contente. Edith et moi, je vous présente également Edith. Oui. Je ne me suis pas présentée aussi au début, je vais le faire, mais Edith, donc professeure en soins infirmiers, Edith Paquette-Lemieux. Il y a peut-être de ces étudiants et étudiantes qui sont dans la salle en soins infirmiers. Je ne sais pas, en tout cas, ou dans le programme soins infirmiers. Moi, je m'appelle Anne Edwards, je suis prof de sciences économiques en sciences humaines. Est-ce qu'il y a des étudiants et étudiantes en sciences humaines dans la salle? OK, parfait. Alors, on est vraiment contente, Anne, comme je disais, là, de te recevoir pour nous parler de ça. C'est vraiment un sujet qui est chaud d'actualité. Mais justement, Edith, tu as fait des trouvailles aujourd'hui? Oui, en fait, bonjour Anne. Je me joins à Anne pour te remercier d'être avec nous aujourd'hui pour nous présenter ton livre, qui est un ouvrage, en fait, qui tombe à point dans un contexte où le système de santé des services sociaux québécois traverse une crise spécifiquement d'accès sans précédent que la pandémie a exacerbée et qui touche presque tous les secteurs. Là, on parle de chirurgie, de soins à domicile, hébergement, urgence et bien plus encore. Ça a été cet été, d'ailleurs, on apprenait dans les médias la fermeture temporaire de plusieurs salles d'urgence d'hôpitaux en région et dans de petites municipalités au Québec, notamment en raison de pénurie de personnel. C'est des situations qui sont extrêmement préoccupantes, surtout quand on sait que les urgences représentent bien souvent le dernier point d'accès pour plusieurs personnes dans le réseau de la santé. On apprenait également récemment, la semaine dernière, que le service d'obstétrique de l'hôpital Notre-Dame de Fatima à la Pocatière a été fermé complètement du 11 octobre au 18 octobre en raison aussi d'une pénurie de personnel. C'est un problème qui est récurrent dans le service d'obstétrique à travers la province. On sait aussi que le réseau de la santé et des services sociaux a subi de nombreuses réformes au cours des dernières années sous les ministres Couillard, Bolduc, Barrette et maintenant Dubé avec son projet Santé Québec. Chacune de ces réformes-là promettait de résoudre la pénurie de main-d'œuvre, de faciliter l'accès à un médecin de famille, d'améliorer les conditions de travail du personnel soignant, de réduire les temps d'attente pour les chirurgies. Bref, ce sont d'ambitieuses promesses que le gouvernement caquiste promet d'atteindre en donnant de manière très transparente une place de plus en plus importante au privé dans notre système de santé québécois. Les gouvernements précédents et le gouvernement actuel nous présentent le privé en santé comme étant la solution aux importants problèmes que rencontre notre système public de santé et de services sociaux. Puis dans votre livre, vous contestez en fait cette approche-là en déconstruisant 5 mythes qu'on entend souvent en lien avec le privé en santé. Le premier étant que notre système de santé est essentiellement public et que le privé serait une nouveauté, qu'il coûte moins cher, qu'il est plus efficace, qu'il aide à réduire les listes d'attente du secteur public et qu'il améliore la qualité des soins sans compromettre l'équité d'accès. Donc, votre ouvrage est une très, très grande pertinence. Puis personnellement, je vous en remercie grandement pour cette contribution que je juge essentielle à la réflexion qu'on doit avoir sur l'avenir de notre système de santé. Voilà. Donc, c'est ça. Puis, donc là, je parle des cinq mythes. Je propose qu'on y aille un peu de cette manière-là. Vous avez construit votre livre là, en 5 chapitres, là, essentiellement, avec un 6e qui parle de la déprivatisation, qui est en fait la conclusion du livre. Donc, je propose qu'on commence avec le premier mythe. Anne, je te laisse la parole. Certainement. Alors, merci, Edith. Alors, justement, en fait, le livre est présenté, tu nous présentes la faillite et puis un mythe aussi. Donc, je vais présenter la faillite d'abord. Bon,
c'est vraiment une affirmation que vous faites. Le privé en santé échoue depuis un siècle. OK? Et le mythe qui circule actuellement, le premier mythe auquel vous vous attaquez, c'est cette idée que le système de santé est essentiellement public et que le privé est une nouveauté. Alors, avant d'aller plus loin, je pense que pour qu'on commence la base, j'aimerais ça que vous puissiez nous distinguer, en fait, c'est quoi la question, qu'est-ce qui est public, qu'est-ce qui est privé? Et là, vous faites le rapport entre prestation et financement. Hein? Vous distinguez prestation et financement, public et privé. Oui, puis c'est important de faire cette distinction-là parce qu'il y a beaucoup de confusion autour de ce que c'est le privé en santé. Puis on peut dire qu'il y a deux grands modèles de privé en santé. On peut dire qu'il y a un modèle où on a un financement privé avec prestation privée. Le financement privé, ça, c'est quand on paie, quand les individus paient directement pour avoir accès à des services, donc pour s'acheter des services, ou encore quand les gens ont recours à une assurance privée pour financer leur accès à des services de santé. Avec prestation privée, bien ça veut dire qu'on va payer pour acheter des services d'une entreprise privée qui va offrir ce service-là. Il y a plein d'exemples de ça qui existent au Québec. Au Québec, quand on veut avoir accès à des services de physiothérapie ou de psychologie, par exemple, ou de télémédecine maintenant, bien, très souvent, ça va être des services qui vont être offerts dans un modèle de financement privé avec prestation privée. Donc, très souvent, quand on veut, par exemple, voir une ou un psychologue, bien, on va aller dans sa clinique privée au psychologue, puis soit on va payer directement pour avoir accès à ces services-là, ou soit encore, on va avoir une assurance privée qui va couvrir une partie de nos frais. Donc, ça, c'est un premier modèle qui existe au Québec. Un autre modèle, c'est un modèle de financement public avec prestation privée. Ça, c'est quand les services sont donnés par une entreprise privée, mais qui sont financés par des fonds publics. Donc, dans ce modèle-là, les gens n'ont pas nécessairement besoin de payer pour avoir accès aux services, mais les services ne sont pas donnés par des établissements publics. Ils sont donnés par des entreprises privées. Et ce qui est assez peu connu, c'est que ce modèle-là prend beaucoup de place au Québec, une très grande place, notamment au niveau de la médecine au Québec. On a l'impression que les médecins font partie du système public parce que leurs services sont remboursés par des fonds publics. Donc, les services des médecins sont financés par des fonds publics. Mais en réalité, les services des médecins sont dans un modèle de financement public avec prestation privée. Parce que les médecins au Québec, la très, très grande majorité d'entre eux, ne sont pas des employés du réseau public. Quand un médecin travaille dans un hôpital public, il n'est pas un employé de l'hôpital. Il est un travailleur autonome ou un entrepreneur privé qui vend ses services à la pièce. On appelle ça la rémunération à l'acte. Donc, il vend ses services au réseau public. Mais ce médecin-là, en réalité, il est en pratique privée avec financement public. Dans le cas des médecins de famille, la grande majorité d'entre eux travaillent aussi dans des cliniques privées. Donc, ce sont des cliniques qui leur appartiennent ou qui appartiennent à des entrepreneurs, à des promoteurs immobiliers, à des grandes entreprises. Donc, ce sont des cliniques privées à but lucratif, mais ces cliniques-là, par exemple les groupes de médecine de famille, les GMF, la grande majorité d'entre eux, de ces cliniques-là, ce sont des cliniques privées financées par des fonds publics. Donc, pour les patientes et les patients qui vont aller recevoir des services dans ces cliniques-là, on ne se rend pas nécessairement compte que c'est privé, mais en réalité, c'est privé. Et ce que je démontre dans mon livre, c'est que même si on n'a pas à payer pour les services et qu'il y a un financement public, le fait qu'il y ait une prestation privée des services, ça fait une différence et ça nuit, en fait, à la qualité des services, à l'accès aux services, à l'équité dans l'accès aux services aussi. Donc, les deux modèles, ce que j'essaie de montrer dans mon livre, en réalité, c'est que le privé en santé, ça ne fonctionne pas. Et c'est vrai pour ces deux modèles-là. Donc, pour le modèle de financement privé avec prestation privée et le modèle de financement public avec prestation privée. OK. Excellent. Moi, on se revient un peu à l'histoire, en fait, l'évolution, justement, du système public. On se souvient, par exemple, de Claude Castonguay, peut-être pas vous autres, mais moi, je m'en souviens très bien de Claude Castonguay. Et vous parlez un peu de cette histoire-là. En disant, dans le fond, en rappelant, en fait, la commission Castonguay-Nepveux, en disant que c'était justement un moment très marquant dans notre histoire parce que c'est vraiment
cette commission-là qui a abouti au système qu'on a souhaité, qu'on a aujourd'hui, mais qu'on a souhaité, à savoir la création de l'assurance maladie universelle, 100% public. Je pense que ça, c'était vraiment une conclusion forte, à tel point que quand l'assurance maladie est sortie, on l'appelait la carte d'assurance maladie, ça s'appelait comment? La castonguette. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ça. Donc, est-ce que vous pourriez peut-être nous dire justement comment c'était avant, pourquoi finalement la commission a eu lieu, puis comment c'était le système de la santé avant? Oui, puis cette question-là, ça renvoie justement au mythe de l'idée que le privé, ce serait quelque chose de nouveau. Hein? On nous présente ça comme ça. Le gouvernement nous dit, bien, là, en ce moment, ça ne fonctionne pas, le système public. On n'arrive pas à avoir accès à des services. Donc, on doit essayer des nouvelles choses. On va aller voir du côté du privé pour essayer de trouver des solutions. Mais en réalité, le privé, ça existe depuis très longtemps. Et avant qu'on crée le système public en 1971, 70, 71 au Québec, bien, nos services de santé étaient essentiellement privés. L'État intervenait très peu dans le secteur de la santé avant les années 60. Il intervenait pour la santé publique, par exemple, des campagnes de vaccination, ce genre de choses-là. Il finançait les services pour les personnes les plus démunies, donc qui étaient sur l'équivalent de l'aide sociale. Ces personnes-là, quand ils allaient à l'hôpital, leurs frais étaient payés par le gouvernement, mais sinon, les services étaient vendus sur un marché privé. Il y avait des hôpitaux privés, les cliniques des médecins étaient des cliniques privées et les services étaient vendus et devaient être achetés par les clientes et les clients de ces hôpitaux et de ces cliniques-là. Ça posait des problèmes importants. La raison pour laquelle on a créé le système public au Québec, outre le fait qu'il y a eu des grandes mobilisations sociales, collectives, syndicales pour revendiquer la création d'un système public, d'une assurance publique, outre ça, bien, une des raisons qui explique la création du système public, c'est l'échec complet des services de santé privés de la première moitié du 20e siècle. Les entreprises privées qui donnaient des services de santé ont eu plus qu'un demi-siècle pour prouver que le privé en santé, ça fonctionne. Et le résultat, en fait, c'est que ça ne fonctionne pas. La commission Castonguay-Neveu dont vous parliez, c'est une commission très importante qui a publié un rapport là, qui fait, je ne sais pas s'il l'a ici à la bibliothèque, mais à l'UQAM, il est disponible en version papier. Là. Je pense que ça remplit 6 tablettes au complet d'étagères. C'est un très volumineux rapport dans lequel on constate que le privé ne fonctionne pas parce que, principalement, quand on a un système privé, bien, on va créer des difficultés d'accès très importantes. Des difficultés d'accès, premièrement, parce que, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de payer pour avoir accès à des services, mais aussi parce que les hôpitaux, les cliniques privées, leur but, c'est de faire des profits, c'est d'être rentables. Donc, les hôpitaux et les cliniques privées vont s'installer dans des régions où les gens ont les moyens de payer et dans des régions où il y a assez de densité de population pour que ce soit rentable. Donc, à l'époque, il y avait des grands déserts médicaux. Les régions rurales, les quartiers les plus défavorisés, c'était des endroits où il y avait très peu de services, très peu de cliniques, très peu d'hôpitaux. Les hôpitaux et les cliniques ne se développaient pas où les besoins étaient les plus grands. Ils se développaient là où il y avait une possibilité de rentabiliser la pratique. Et on sait aussi qu'il y a un lien très clair là, entre la pauvreté, par exemple, et les problèmes de santé. Donc, le fait que les cliniques et les hôpitaux étaient sous-développés dans les endroits où il y avait justement une plus grande défavorisation sociale, bien, ça avait pour résultat que là où les besoins étaient les plus grands, c'est là où les difficultés d'accès étaient les plus importantes aussi. Donc, tout ça était extrêmement inefficace et c'est pour cette raison-là qu'on a choisi de créer un système qui serait entièrement public. Donc, non seulement un financement public des services avec la création de l'assurance maladie publique universelle, mais aussi un système de prestation publique des services. Et là, on a en fait nationalisé les hôpitaux qui existaient. On les a intégrés dans le réseau public et on a aussi décidé de créer des CLSC qui étaient des cliniques publiques de première ligne dans lesquelles on espérait que les médecins viendraient pratiquer qui deviendraient des employés de l'État, donc qui deviendraient vraiment des employés du secteur public, pour qu'il y ait un système complet de services publics de santé qui existe. Ça, c'était l'intention.
Mais évidemment, au moment de l'adoption de la loi qui a créé notre système public, il y a eu beaucoup de résistance de la part du milieu des affaires et des médecins qui préféraient que le système demeure au moins partiellement privé. Il y a eu des victoires partielles de ce côté-là et ça a fait que finalement, on a gardé une place assez importante au secteur privé dans notre système de santé au moment même où on l'a créé. Je parlais tantôt des médecins qui sont en pratique privée. Bien, les médecins n'ont jamais accepté d'aller pratiquer dans les CLSC. Ils ont même organisé des campagnes de boycottage des CLSC, des vastes campagnes pour essayer d'empêcher ce modèle-là de se développer. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, là. Les fédérations de médecins sont très fiers du rôle qu'elles ont joué pour empêcher le développement des CLSC. Donc, les médecins, finalement, ont réussi à gagner le fait de continuer à pratiquer dans un cadre privé, à but lucratif, plutôt que de vraiment s'intégrer dans le réseau public. Et le secteur privé a continué d'occuper une place importante et même de plus en plus importante dans les décennies qui ont suivi, parce que les pressions pour reprivatiser les services de santé, qui venaient entre autres du milieu des affaires, ont toujours été très fortes et que progressivement, même les services qui avaient été intégrés dans le système public ont fini par être reprivatisés et la place du secteur privé a connu une croissance importante au cours des dernières décennies, notamment suite aux réformes qu'il y a eu dans les années 90, 2000, 2015. Intéressant. Je voulais savoir aussi, quand vous développez ce côté-là, que le privé en santé est là, en fait, depuis le début, même après la commission Castonguay, vous dites, au fond, que au sujet des méthodes de gestion, au début, c'était comment? Est-ce qu'il y avait une méthode de gestion publique, puis après, les méthodes de gestion privée sont arrivées? Comment ça s'est passé? Parce qu'aujourd'hui, on sent... Hein, on parle de Top Gun en éducation. Donc, on a Mme Biron, qui vient des laboratoires Biron, qui aujourd'hui veut apporter une méthode de gestion qui vient du privé. Ça vient... Depuis quand, à peu près? Comment ça s'est installé, tout ça? Oui, en fait, au moment où on a créé notre réseau public au Québec, donc au moment où on a nationalisé les hôpitaux, on a créé les CLSC, on a aussi mis en place un modèle de gestion très original, en fait, dans le monde occidental. Ça n'existe pas vraiment ailleurs, ce modèle de gestion-là, qui est un modèle de gestion très démocratique. Pas complètement démocratique, mais beaucoup plus démocratique de gestion des services. Ce que ça veut dire concrètement, une gestion démocratique des services de santé, c'est que chaque hôpital, chaque CLSC, chaque CHSLD était géré par un conseil d'administration autonome qui était élu. Donc, les gens qui siégeaient sur le conseil d'administration étaient élus en bonne partie. Dans le cas des CLSC, c'est presque la totalité des membres du conseil d'administration qui étaient élus. Et il y avait une représentation importante de la population sur les conseils d'administration et aussi des travailleuses et des travailleurs de l'établissement qui étaient représentés sur le conseil d'administration. Et c'était une gestion de proximité, donc une gestion locale. Les gens qui siégeaient sur le conseil d'administration du CLSC, bien, c'était les gens du quartier qui étaient concernés directement par les services. Et bien, le conseil d'administration et les travailleuses et les travailleurs du CLSC, par exemple, bien, c'était à la population qui devait rendre des comptes si la population jugeait que les services n'étaient pas très bons, qu'on avait des difficultés d'accès, que les heures d'ouverture n'étaient pas assez étendues. Donc, on devait rendre des comptes à la population directement. C'était une chaîne de commandement qu'on dit bottom-up, c'est-à-dire que c'est la base qui contrôlait les établissements. Mais ça aussi, ça ne plaisait pas tellement au milieu des affaires parce que ce mode de gestion-là, ça donnait beaucoup de pouvoir aux populations locales pour défendre l'intégrité des services publics. Parce que puisque la population était représentée sur les conseils d'administration, bien, s'il y avait des tentatives de coupure, par exemple, budgétaires qui venaient du ministère, bien là, la population était tout de suite informée, puis elle pouvait assez facilement se mobiliser pour résister à ces coupures-là. Mais là, donc, il y a eu des pressions qui sont venues du milieu des affaires, entre autres. Il y a une nouvelle idéologie, une nouvelle méthode de gestion qui a été créée. Et puis ça, c'est pas juste au Québec, ça a été créé, c'est quelque chose d'international. Cette méthode de gestion-là, ça s'appelle la nouvelle gestion publique. La nouvelle gestion publique
C'est plus nouveau, là, aujourd'hui. Ça date du début des années 80. Et c'est une méthode de gestion qui a été promue beaucoup par les milieux d'affaires et par les instituts, des think tanks représentants des intérêts du milieu des affaires. Donc, cette méthode de gestion-là, ce que ça dit essentiellement, c'est privatisons le plus possible les services publics et ce qu'on ne peut pas privatiser, bien, on va le gérer avec les méthodes du secteur privé. Donc, on va importer dans le secteur public les méthodes de gestion du secteur privé. Et ça s'est imposé dans le réseau très rapidement après la création du réseau public. Et progressivement, on s'est mis à utiliser des méthodes comme celle-là, qui étaient des méthodes beaucoup plus hiérarchiques, beaucoup plus bureaucratiques de gestion. Donc, plutôt que de venir de la base, plutôt que d'avoir une démocratie pour gérer les CLSC, bien, on s'est mis à fusionner les conseils d'administration, à fusionner les établissements, à mettre en place des chaînes de commandement top-down. Donc, c'est en haut, les ordres viennent d'en haut, ils descendent d'une chaîne de commandement, puis là, les professionnels, les travailleuses sur le terrain doivent appliquer les directives qui viennent d'en haut. Et s'il y a des problèmes, bien, c'est plus à la population qu'on doit rendre compte, c'est aux gestionnaires qui sont en haut de la chaîne de commandement. Et ça vient avec toutes sortes de problèmes, entre autres avec une grande bureaucratisation des services parce que, bien, puisque les gens qui décident sont en haut, puis en plus, quand c'est très centralisé, là, on a, mettons, un gestionnaire qui va être responsable de 15 000 employés dans un CIS ou un CIUS. C'est énorme. Et donc, c'est difficile pour le PDG ou la PDG de savoir réellement qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Cette personne-là n'est pas nécessairement sur le terrain dans tous les CLSC, dans tous les hôpitaux qui ont été fusionnés dans ce grand établissement-là. Donc, pour être capable d'avoir de l'information, bien, on va dire aux employés, envoyez-nous des statistiques, remplissez des formulaires, dites-nous ce que vous faites sur le terrain, puis on veut des données uniformes. Donc, on va codifier les actes. On va dire, à chaque fois que vous faites telle intervention, il y a un numéro de code associé à cette intervention-là. Vous devez le rentrer dans le système informatique pour que nous, en haut, on ait l'information sur ce que vous faites, on puisse contrôler ce que vous faites, puis on puisse s'assurer que vous faites ce que vous avez à faire. Mais là, on s'est retrouvé dans une situation où, par exemple, les travailleuses du service à domicile passent 70 % de leur temps à remplir des papiers ou en déplacement, plutôt que de donner des services directement à la population parce qu'on les force justement à faire ce genre de paperasse-là. Donc, l'idée de nommer une gestionnaire du groupe Biron, donc Madame Geneviève Biron, oui, qu'on nomme à la tête de Santé Québec. Donc, on vient de nommer à la tête du réseau public une femme qui était auparavant PDG d'une entreprise privée du secteur de la santé en disant, bien, elle va nous permettre de mieux faire les choses parce qu'elle va importer les méthodes du secteur privé dans le secteur public. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que ça fait déjà 30 ans qu'on fait ça dans le réseau. C'est exactement ce qu'on fait depuis 30 ans. Puis c'est en bonne partie ce qui explique l'exode du personnel, parce que et ce qui explique aussi les difficultés d'accès, hein, quand les travailleuses sont obligées de passer 70 % de leur temps à remplir de la paperasse, on a beau avoir plus d'employés qu'on avait, bien, on a de la difficulté à rendre les services nécessaires à la population. Et en plus, il y a tellement de contrôle hiérarchique, il y a tellement une perte d'autonomie professionnelle, une perte de sens dans le travail qui est fait au quotidien par les travailleuses, parce qu'on impose aussi des méthodes de gestion très industrielles. On va minuter les interventions. On va dire, bon, ça devrait prendre 12 minutes de donner un bain à domicile, là. Donc, tout le monde, là, on veut que ça ne vous prenne pas plus que 12 minutes de donner un bain. Donc, on applique dans le secteur public des méthodes de gestion d'une chaîne de montage automobile. Donc, les travailleuses, là, il y a une détresse qui vient avec ça, une perte de sens, et ça finit par générer un exode des employés qui décident de quitter le réseau public, et donc, ça génère des problèmes d'accès également. Je vais peut-être lancer 3 questions comme ça, en rafale, c'est ça. Bien justement, on dirait qu'il y a un corps dans le domaine de la santé qui est bien content de cette codification-là. Hein? Ce sont les médecins, parce qu'on apprend dans votre livre que les médecins ont réussi à multiplier, en fait, le nombre d'actes pour, justement, charger l'État, là, parce que c'est prestations privées, mais avec financement public, jusqu'à 11 000. Ça, c'était vraiment, là, moi, c'était une grosse découverte. Oui.
Ça, vraiment, c'était gros pour moi. Ensuite de ça, juste, il y en avait 3. Je voulais savoir, quand vous dites privé, parce que depuis le début, on dit le système, le privé, pas content de ça, le privé, c'est... Juste nous dire, quand vous dites le privé, c'est qui en fait? C'est qui ces acteurs-là? Puis, après ça, bien, je vais enchaîner. Bon, je vais me garder ces deux-là, puis je vais enchaîner après aussi vers le prochain livre. Oui, bien, c'est vrai, je vais commencer par la deuxième. Peut-être une clarification que j'aurais dû faire. Le privé, ça peut vouloir dire différentes choses. Principalement, c'est des entrepreneurs, c'est des gens d'affaires. Donc, c'est des gens d'affaires qui sont soit directement dans le secteur de la santé, donc des entreprises là, comme le groupe Biron, comme Dialogue, qui est une entreprise de télémédecine, comme les médecins eux-mêmes qui pratiquent dans un cadre privé et qui créent leur propre entreprise pour pratiquer dans le secteur privé. Donc, ça, c'est le privé, c'est des entreprises ou des individus chefs d'entreprise, mais c'est aussi plus largement le milieu des affaires. C'est pas seulement le milieu des affaires directement impliqué dans le secteur de la santé. Les pressions dont je parle, qui sont exercées sur le gouvernement depuis les années 60 et même avant, bien, c'est des pressions qui ont été faites, par exemple, par les fédérations des chambres de commerce, par le Conseil du patronat, par l'Association des manufacturiers canadiens, donc par des regroupements qui représentent les intérêts des gens d'affaires, qui n'ont pas nécessairement un intérêt direct à faire des affaires dans le milieu de la santé, mais qui vont généralement avoir un intérêt à ce que l'État occupe la place la moins grande possible dans l'économie pour qu'eux aient des marchés potentiels pour pouvoir faire des affaires, générer des profits. Il y a d'autres raisons aussi là, qui seraient un peu longues à expliquer, mais disons, si on veut simplifier, c'est un peu ces personnes-là dont on parle. Quand vous parlez de la codification des actes, en fait, j'utilise ça dans mon livre pour illustrer notamment le fait que c'est faux, l'idée que le privé est plus efficace que le public. Ça, c'est un des mythes importants. Hein? C'est une des choses qu'on amène beaucoup à la défense du secteur privé. On dit, le secteur public est vraiment trop bureaucratisé, le secteur privé est beaucoup plus efficace, moins bureaucratique. Mais là, d'abord, une chose à dire, c'est que c'est vrai que le secteur public, c'est bureaucratisé, mais comme je viens juste de l'expliquer, si c'est bureaucratisé, le secteur public, c'est en bonne partie sous la pression du secteur privé qui voulait introduire les méthodes de gestion du secteur privé dans le secteur public. Ça, c'est une chose. Mais le secteur public se bureaucratise aussi quand il doit quand il choisit de sous-traiter la prestation des services à des acteurs privés. Et là, l'exemple des médecins, c'est un très bon exemple. Dans le cas des médecins, comme je le disais, ce sont des entrepreneurs privés qui facturent le secteur public pour chaque acte qu'ils font. Et donc, il a fallu, pour être capable de les rémunérer de cette manière-là, créer des codes, codifier chacun des actes médicaux posés par les médecins et négocier le tarif pour chacun de ces actes-là. Et donc, il y a un tarif, il y a un code d'acte et un tarif pour un examen médical, pour un rendez-vous, pour une prescription, pour un médecin qui fait un médecin qui fait un examen de radiologie, ce genre de choses-là. Donc, il y a des codes pour chaque acte, mais évidemment qu'il y a une multiplicité très grande d'actes qui sont faits par les médecins. Dans les années 80, il y avait 800 actes médicaux comme ça qui existaient, 600 ou 800 actes médicaux qui existaient. Mais là, les médecins ont commencé à dire, par exemple, ben là, moi, quand je fais une réunion, c'est pas un acte reconnu, donc je suis pas payée pour cette réunion-là, donc je travaille gratuitement, donc je participerai pas à des réunions parce que je suis pas payée pour le faire. Ou quand je fais un appel téléphonique dans mon bureau, ou quand je remplis un formulaire, ben là, c'est pas un acte, je suis pas payée. Donc là, il a fallu multiplier les actes pour être en mesure de rémunérer chaque petit acte, chaque type d'acte fait par les médecins. Et on s'est ramassé dans les années 2010 avec 11 000 actes médicaux codifiés par la RAMQ. Et ça génère énormément de bureaucratie dans le secteur public. Là. Il a fallu embaucher des gens dont le travail à la RAMQ, à la Régie de l'assurance maladie du Québec, c'est de codifier les actes médicaux posés par les médecins, gérer leur rémunération, recevoir les factures des médecins, les rembourser. Et là, c'est beaucoup plus complexe que simplement verser un salaire à un employé. Là. Les médecins, en fait, c'est devenu tellement complexe, leur rémunération, qu'eux-mêmes ne sont pas capables de gérer leur propre facturation. Ils doivent faire affaire avec des firmes spécialisées
qui vont gérer leur rémunération. Donc, tout ça, ça bureaucratise beaucoup les services publics et ça rend les services extrêmement inefficaces. C'est pas du tout efficace de gérer les services de cette manière-là, plutôt que de simplement avoir des employés qu'on rémunère à l'heure. Oui. Oui, effectivement. Alors, je vais m'en aller vers le coût parce que, justement, cette bureaucratisation a un coût. Hein? Et justement, le deuxième mythe que vous abordez, au fond, juste le retrouver ici, là, c'est le mythe que le privé en santé, donc, c'est la faillite, c'est que le privé en santé échoue à réduire les coûts et que le mythe, dans le fond, que vous déconstruisez, c'est que le privé coûte moins cher. Ça, c'est vraiment un mythe, là, on pense ça, là, que le privé fait mieux, donc ça coûte moins cher. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est votre approche économique dans ça. Parce que, 3 choses. Dans le fond, je n'avais comme pas réalisé. Tu sais, j'apprends énormément de choses dans ce bouquin-là. C'est que, dans le fond, vous nous expliquez que, dans le fond, quand on a dans le système public, toutes les cliniques sont ensemble. Et donc, on est capable de réaliser des économies d'échelle. Peut-être vous pourrez nous expliquer ce que c'est. OK. Ensuite de ça, du fait que quand c'est public, l'État agit comme un monopole. Parce que là, à ce moment-là, il est capable d'avoir un pouvoir pour négocier. Donc, on est capable, parce que c'est pas... l'État, donc, est capable, c'est un peu comme la SAQ, quand elle vient pour discuter avec la France, elle achète en gros. Elle est capable d'avoir de bons prix. Bien, c'est la même chose là, que vous nous faites réaliser que quand on est dans le public, on est capable éventuellement, quand on s'adresse, par exemple, aux pharmaceutiques, parce que je pense aussi que c'était un des acteurs probablement aussi dans le privé, quand on s'adresse aux pharmaceutiques, on est probablement aussi en mesure de négocier pour payer moins cher. Donc ça, c'était vraiment les deux aspects que vous m'avez révélés. Et ensuite de ça, le coût, pourquoi le coût est si cher? Là, vous nous avez expliqué que, dans le fond, oui, le coût de l'acte, parce qu'évidemment, chacun veut être payé pour le travail qu'il fait, ça, c'est une chose, mais que, dans le fond, il faut donc rajouter justement cette administration qui est très, très lourde, donc qui est plus coûteuse qu'au public. Et, évidemment, c'est une clinique, ça a besoin de publicité. Et enfin, bien, il faut rajouter au coût les profits. Donc, finalement, ça coûte beaucoup plus cher. Alors... oui, c'est ça. Ben oui, en fait, ça, effectivement, c'est peut-être un des mythes les plus prégnants dans l'imaginaire collectif, l'idée que le privé coûte moins cher. Mais en fait, dans les faits, quand on regarde, par exemple, le modèle par excellence d'un système de santé privé, c'est le modèle des États-Unis. Hein? Quand on veut penser à c'est quoi un système de santé privé, on a habituellement le modèle des États-Unis qui nous vient à l'esprit. C'est un des pays où le secteur privé occupe une des places les plus importantes au monde. Mais il s'avère qu'aux États-Unis, c'est aussi le système de santé qui coûte le plus cher au monde et qui est le plus inefficace au monde. Et quand je dis qu'il coûte le plus cher, c'est qu'il coûte de très loin beaucoup plus cher que tous les autres pays de l'OCDE. C'est la marge entre les États-Unis et celui qui arrive juste derrière est énorme. Donc, c'est beaucoup plus cher. Et une des raisons de ça, c'est l'extrême inefficacité de la gestion administrative d'un système comme celui-là. Parce que quand on est dans un système privé, effectivement, on n'est pas face à un payeur, à un acteur. On est face à une multiplicité d'entreprises, d'assureurs, de cliniques qui appartiennent à des entreprises différentes, d'hôpitaux qui appartiennent à des entreprises différentes. Puis là, tous ces gens-là sont en compétition. Toutes ces entreprises-là sont en compétition les unes avec les autres, mais elles doivent quand même se coordonner pour s'assurer que tel patient qui a besoin de tel service est bel et bien couvert pour le recevoir. Hein? Ce n'est pas automatique. C'est pas on arrive à l'hôpital, on a un besoin, on est couvert automatiquement. Non, 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 non. Ça prend du travail bureaucratique pour s'assurer, administratif, là, pour s'assurer que la personne est bien couverte pour ce service-là spécifiquement. Il faut s'assurer que la personne est dans le bon hôpital parce que quand on fait affaire avec tel assureur, on peut juste aller dans tel hôpital parce qu'il y a des ententes entre les assureurs et les hôpitaux. Tout ça génère une quantité de travail administratif complètement démesurée qui est très inefficace et très cher. Et ici, on a l'exemple de l'assurance médicaments qui est aussi... Au Canada, on n'a pas d'assurance médicaments publique universelle. On a
Au Québec, on a une assurance hybride. Là. Il y a le secteur public qui couvre les plus démunis, mais la grande majorité des gens sont couverts par une assurance privée à leur travail. Et dans le reste du Canada, il n'y a même pas d'assurance publique pour les plus démunis. C'est une assurance privée, des assurances privées. Donc, il y a une multiplicité d'assureurs qui, effectivement, doivent faire de la publicité, qui génèrent beaucoup de frais administratifs et qui n'ont pas la capacité de négocier, effectivement, par exemple, avec les pharmaceutiques, des tarifs aussi bons que quand c'est un seul assureur universel public qui négocie. Au Québec, et au Canada, on est un des endroits dans le monde où les médicaments sont les plus chers. Les seuls qui nous précèdent, ou à peu près, c'est les États-Unis et la Suisse ou quelque chose comme ça. Donc, ça coûte très cher pour ces raisons-là. Il y a des cas où, effectivement, ça peut coûter moins cher à court terme de faire affaire avec le privé. Puis c'est probablement sur ça que repose le mythe qui dit que le privé coûte moins cher. Le privé, ça peut coûter moins cher, mais il y a 2 stratégies dont les entreprises peuvent se prévaloir pour réduire les coûts. La première, c'est réduire la qualité des services. La deuxième, c'est dégrader les conditions de travail, ce qui a pour effet de réduire la qualité des services. Et donc, en général, quand ça coûte moins cher, bien, on va avoir des services de moins bonne qualité. Et même si on réussit à avoir des services moins chers, à plus long terme, il y a des bonnes chances que ça finisse par coûter plus cher. Et ça, l'exemple des agences de placement de personnel, dont on entend beaucoup parler là, depuis la pandémie, c'est un excellent exemple de ça, en particulier dans le soutien à domicile. En aide à domicile, on a eu recours au départ aux agences de placement précisément pour réduire les coûts, parce que ça coûtait moins cher, parce que les agences de placement embauchaient des travailleuses qui étaient moins bien formées, qui étaient sous-rémunérées, qui étaient souvent racisées, surexploitées. Donc, on était capable, dans les agences, d'offrir un service qui était effectivement moins cher que dans le secteur public, que si on faisait affaire avec les employés du secteur public, mais c'est parce que les employés dans les agences étaient payés au salaire minimum plutôt que d'être payés 27 de l'heure pour d'avoir des bons emplois comme dans le public. Le problème, c'est que le secteur public a fini par développer une dépendance structurelle à l'égard des agences. Les agences ont pris de plus en plus de place. Il y a eu des pertes de personnel dans le secteur public. Actuellement, en aide à domicile, les agences de placement donnent, les données les plus récentes, c'est que les agences de placement donnent 38 des heures d'aide à domicile dans le secteur public. Donc, les agences occupent une place très, très importante. Et là, le secteur public n'est plus capable de se débarrasser des agences. Donc, les agences ont beau jeu d'augmenter leurs tarifs. Et bien, ça, c'est juste la loi de l'offre et la demande. Hein. Vous avez vu ça ou vous allez voir ça en économie. C'est comme ça que ça fonctionne, le marché privé. Si on sous-traite les services au marché privé, bien, on soumet les prix de ces services-là à la loi de l'offre et de la demande. Donc, plus le réseau est dépendant des agences, plus la demande augmente, plus les agences peuvent augmenter leurs prix. Et aujourd'hui, avec les données les plus récentes, ça coûte 6,50 de plus par heure en aide à domicile pour payer des employés d'agence que pour payer les employés du secteur public. Et ça, c'est pas parce que les employés d'agence sont maintenant... Ben oui, c'est en partie parce qu'ils sont maintenant mieux payés que dans le secteur public, parce qu'il y a une loi qui est passée qui interdit maintenant aux agences de sous-payer leurs employés par rapport à l'entreprise cliente. Donc, ils n'ont plus la stratégie dont ils disposaient pour réduire les coûts. On se retrouve dans une situation où ça finit par coûter plus cher de recourir au privé. Edith, on pourrait passer au numéro 3? Oui, au niveau de l'efficacité, vous en avez parlé beaucoup, la bureaucratisation, nouvelle gestion publique. Là, vous avez nommé des méthodes sans spécifier lesquelles. Là, moi, je pense à la méthode Toyota, la méthode Lean, que j'ai vécue, moi, lorsque j'ai commencé à pratiquer en 2012-2013. L'hôpital Anna-Laberge avait été ciblé dans les 3 hôpitaux pour tester la méthode Toyota. Je me souviens très bien là, du minutage dont vous avez parlé. Un exemple qui fonctionne, qui démontre en fait que c'est un peu absurde là, de réfléchir ça, cette philosophie de la gestion de production automobile, là, comme vous l'avez nommé pour Toyota, pour gérer ou des soins qu'on donne auprès des humains. Il y avait, je me souviens très bien, de la relation d'aide de niveau 1, la relation d'aide de niveau 2, qui avait été quantifiée de cette manière-là, puis une relation d'aide de niveau 1 qui était plus simple, donc peut-être quelqu'un qui
quelqu'un qui pleure et qu'on entre en intervention auprès de cette personne-là, bien, on quantifiait ça comme de 10 minutes. Puis le niveau 2, on l'a quantifié de 15 minutes. Là, c'était quand c'était plus complexe. Fait que quand même, ça démontre cette absurdité. Là, oui, dernièrement, il y a eu des cas où on minutait aussi les interventions auprès de personnes qui viennent de vivre un deuil, donc qui viennent d'apprendre que leur proche est décédé. 15 minutes. Mais c'est ça. C'est pas gérable dans un contexte où on soigne des malades, là, puis on prend soin d'humains. Vous avez parlé aussi des statistiques. Moi, dans le travail que j'ai eu à faire des statistiques, j'en ai pas tellement eu à remplir, mais je connais beaucoup de mes collègues qui ont eu à remplir énormément de statistiques. C'est une lourdeur administrative importante. Chaque établissement a une façon de codifier les différentes interventions. Il y a un nombre d'interventions qui doivent être réalisées par le soignant durant la semaine, par exemple. Si on ne rencontre pas ces objectifs-là, rencontrés par le gestionnaire, là. Donc, c'est quand même préoccupant. Vous avez quand même déjà parlé de plusieurs éléments, là. On y reviendra peut-être pas par souci de temps. Par contre, vous avez parlé dans ce chapitre-là de l'efficacité des GMF et des supercliniques. Puis j'aimerais ça qu'on en parle, là, notamment une des sections du livre se nomme « Les urgences désengorgent les GMF ». En tout cas, j'aimerais vous entendre parler de ça. Puis démystifier aussi peut-être GMF, superclinique en même temps. Oui. Bien, en fait, oui, c'est ça. On dit beaucoup l'efficacité. J'en ai parlé beaucoup en lien avec la bureaucratie, là, mais l'efficacité, c'est aussi assez simplement d'atteindre les objectifs, hein? Être efficace, ça veut dire atteindre les objectifs qu'on s'est donnés ou pour lesquels on est payé. Puis, bien, on a des exemples nombreux de modèles de prestations privées des services, donc d'entreprises privées qui donnent des services de santé au Québec, qui existent depuis longtemps et qui ne sont pas du tout efficaces, mais qui continuent d'être financés malgré tout. Un de ces exemples-là, c'est le modèle des groupes de médecine de famille, donc les GMF. Les GMF, ça existe depuis le début des années 2000. Donc, ça fait une vingtaine d'années maintenant, plus de 20 ans que ça existe. Ils ont eu le temps de faire leurs preuves, les GMF, là. Et en plus, ils ont eu beaucoup de soutien des gouvernements. C'est les gouvernements qui ont créé ce modèle-là, mais c'est quand même des entreprises privées. C'est les gouvernements qui ont créé ce modèle-là. Ils l'ont financé lourdement. Ils l'ont soutenu organisationnellement. Et malgré ce soutien-là, les GMF ne répondent à aucun des objectifs pour lesquels ils ont été créés. Les GMF, là, pour faire simple, c'est des cliniques privées de médecins auxquelles on dit, bien, vous allez respecter certaines conditions, puis en échange de ces conditions-là, on va vous donner des subventions supplémentaires. On va vous donner plus d'argent public. Ces conditions-là visent principalement à atteindre deux objectifs. Le premier, c'est d'améliorer l'accès aux médecins de famille. Le deuxième, c'est de désengorger les urgences. Pour atteindre ces deux objectifs-là, on va vous donner essentiellement 3 conditions. Là, il y a un petit peu plus de conditions qui existent, là, mais au moment de leur création, c'était essentiellement 3 conditions qui devaient être respectées. La première, c'est vous devez, vous les médecins, pratiquer en groupe. Donc, vous devez ne plus pratiquer juste dans votre petit cabinet individuel. Vous devez vous mettre en groupe pour pratiquer ensemble. Puis la logique de ça, c'est si on pratique en groupe, bien, on va être capable de travailler les soirs et les fins de semaine parce qu'on va être capable d'échanger les heures entre médecins, là, puis on va être capable d'offrir un plus grand accès à la population. Une autre condition, c'est justement d'offrir des heures d'ouverture étendues les soirs et les fins de semaine parce que les cliniques médicales privées ont tendance à être ouvertes juste la semaine de 9 à 5. Et même là, 9 à 5, donc on va vous donner plus d'argent pour que vous soyez ouverts les soirs et les fins de semaine. Et la troisième condition, c'est qu'on va vous... Mon Dieu, c'est quoi la troisième condition? Bon, j'ai un blanc sur la troisième condition, mais de toute façon, ces conditions-là n'ont pas été respectées à la base. Ce qu'on a su en 2015 avec la vérificatrice générale du Québec qui a fait une enquête sur les CLSC, elle a révélé que les conditions de base pour lesquelles les GMF, les groupes de médecine de famille, étaient rémunérés, étaient subventionnés, on a su que les GMF ne respectaient pas ces conditions de base-là. Et une des choses qu'elle dénonçait, entre autres, c'est que les GMF, plutôt que d'offrir eux-mêmes leurs heures d'ouverture, en fait, faisaient des ententes de services avec d'autres établissements pour que ce soit les autres établissements qui donnent une partie de leurs heures d'ouverture et en particulier les heures de soir et de fin de semaine. Et ça avait été dénoncé par la vérificatrice générale. Et le ministère, plutôt que de
sévir et de dire, bien là, on vous paie pour le respect de certaines conditions, il a légalisé cette pratique-là. Il a permis au GMF de faire des ententes de services comme ça avec d'autres établissements. Moi, j'ai fait un bilan des GMF quelques années plus tard, donc l'année dernière. J'ai fait une demande d'accès à l'information pour savoir combien de GMF avaient des ententes de services comme ça avec d'autres établissements. J'ai découvert que c'était plus de 40 % des GMF qui avaient des ententes de services avec d'autres établissements et donc qui ne donnaient pas eux-mêmes l'ensemble de leurs heures d'ouverture les soirs et les fins de semaine. Et ce qui m'a beaucoup étonnée, j'ai découvert qu'il y a 17 % des GMF qui avaient des ententes avec des services d'urgence d'hôpitaux. Donc, les services d'urgence des hôpitaux que les GMF étaient supposés désengorger, bien, c'était les urgences, en fait, qui désengorgeaient les GMF et qui donnaient les heures d'ouverture des GMF les soirs et les fins de semaine. C'est certain qu'avec un modèle comme celui-là, on ne parviendra pas à résoudre les problèmes d'accès aux urgences au Québec. Et ce modèle-là, plutôt que de le remettre en question, parce que de toute évidence, ne fonctionne pas, ah oui, l'autre condition, c'est prendre en charge un certain nombre de patientes et de patients. Donc, les GMF, par exemple, un groupe de 10 médecins va avoir 6 000 patients à suivre collectivement, en équipe. Plus ils vont suivre de patients, plus il va y avoir de financement. Mais là, plutôt que de remettre en question ce modèle-là, qui de toute évidence ne fonctionne pas, on a choisi de l'élargir et de leur donner encore plus de mandats et encore plus d'argent. Entre autres, en 2016, on a créé les super-cliniques. Les super-cliniques, c'est des gros GMF, en quelque sorte. Donc, c'est des GMF qui doivent respecter les mêmes conditions que les autres GMF, mais en plus, on leur dit, bien, vous n'allez pas juste prendre en charge, par exemple, 6 000 patientes et patients. On va aussi vous donner comme mandat d'offrir des rendez-vous, une certaine quantité de rendez-vous chaque année à des patientes et des patients qui n'ont pas accès à un médecin de famille. Donc, le but, encore une fois, c'est de désengorger les urgences, améliorer l'accès. Donc, par exemple, un GMF, on lui demande, on lui dit, bien, toi, tu vas offrir 20 000 rendez-vous par année à des patientes et à des patients orphelins. Et en échange, on va te donner des subventions supplémentaires par rapport à celles qui sont déjà données au GMF. Et encore une fois, les données du ministère lui-même, ce qu'elles montrent, c'est que depuis 2016, chaque année, depuis 2016, il y a plus de 50 % des GMF, des super-cliniques, qui ne respectent pas ces conditions-là. En 2021, c'est 82 % des GMF qui n'ont pas offert le nombre de rendez-vous qui était prévu dans leur contrat. Et c'est plus de 400 000 rendez-vous là, qui ont été perdus pour la population québécoise. Et il y a plusieurs de ces GMF-là, en plus, qui n'ont jamais donné le nombre de rendez-vous requis par leur contrat et qui ont continué de garder leur statut de super-clinique. Et donc, on présume qu'ils ont continué à garder leur financement. Donc, si ça, c'est supposé d'être plus efficace, je ne vois pas comment on va y arriver, là. Non, en effet, vous avez parlé de désengorgement. Vous en avez fait mention à quelques reprises. Ça nous mène peut-être au mythe numéro 4. Anne, je te laisse la parole. Oui. Alors, vous dites justement, mais ça fait suite à ce que vous dites, c'est presque un prolongement du problème d'efficacité, c'est-à-dire que le mythe, c'est que le privé aide à réduire justement les listes d'attente. En fait, finalement, je trouve que l'éléphant dans la pièce dans cette histoire-là, c'est un manque de ressources. On manque de médecins, on manque de main-d'œuvre qualifiée, on manque de personnel en soins infirmiers. Donc, moi, c'est ça que je ne comprends pas, c'est cette question-là du Collège des médecins qui bloque beaucoup de décisions. Bien, on l'a vu, là, vous en avez fait la preuve, mais aussi qui maintient une espèce de monopole de la profession. Et qui va même, puis là, je parle à vous autres, les étudiants, qui va même jusqu'à limiter les entrées à l'université. Moi, je ne sais pas si... pourquoi c'est comme ça? C'est-à-dire que j'ai déjà posé la question, on dit, bien oui, parce que ça coûte cher former un médecin. Mais je pense que ça coûte plus cher manquer de médecin, à mon avis, hein? Oui, bien ça, en fait, c'est une question que j'aborde pas dans ce livre-là, mais que j'aborde dans mon premier livre, donc Le capitalisme, c'est mauvais sur la santé. Pardon, j'aborde un peu plus l'histoire de la profession médicale, puis dans ma thèse de doctorat, surtout, là, comment les médecins sont parvenus à se positionner de manière stratégique dans le réseau, de manière vraiment cruciale dans le réseau,
pour finalement obtenir un rapport de force extrêmement en leur faveur, qui leur permet de négocier des rémunérations qui sont sans commune mesure avec les autres employés du réseau, puis avec ce qui est offert ailleurs dans le monde, aux médecins d'ailleurs, là. Ici, là, au Canada, on est un des endroits dans le monde où il y a le moins de médecins par habitant, mais on est aussi un des endroits dans le monde où les médecins sont les mieux payés. Puis là, en sciences économiques, là, ça peut sembler un peu bizarre. Hein? On me semble que d'habitude, quand on paye mieux les employés, on devrait en avoir plus. Mais là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on les paye tellement cher que c'est devenu... On n'aurait pas les moyens d'avoir autant de médecins que le Danemark, la Suède, la Finlande et la Norvège. Là. Eux, leurs médecins sont salariés, puis leurs médecins sont rémunérés quelque chose comme peut-être 1,5 fois ou 2 fois plus cher que le salaire médian là, de leur population. Ici, c'est 5 ou 6 fois plus, ou 7 fois plus que les médecins sont rémunérés par rapport au salaire médian de la population. Donc, ici, ils coûtent tellement cher, les médecins, qu'on aurait, effectivement, on n'aurait pas les moyens collectivement d'avoir 2 fois plus de médecins que ce qu'on a au prix où ils nous coûtent. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle on manque de médecins. La raison pour laquelle on manque de médecins, c'est d'abord à cause de la façon dont la profession médicale s'est construite ici au Québec. Elle s'est construite en excluant les autres professions de la possibilité de poser certains actes. La profession médicale a émergé en tant que profession en étant capable de monopoliser le droit de poser certains actes médicaux. Il y a plein d'actes qui sont réservés aux médecins et que les autres professionnels n'ont pas le droit de poser. Et ça rend les médecins, par exemple, un diagnostic d'otite. Maintenant, les infirmières peuvent le faire, mais c'est tout récent. Jusqu'à récemment, un diagnostic, c'était réservé tous les diagnostics étaient réservés aux médecins. Donc, on doit absolument passer par le médecin pour être capable d'avoir accès à n'importe quel autre type de service dans le réseau. Donc, ça fait un système de santé qui est extrêmement centré sur la profession médicale et qui donne énormément de pouvoir à la profession médicale. Et c'est d'ailleurs une des choses que le modèle des CLSC visait à remettre en question parce que c'est un modèle où on mettait beaucoup l'accent sur l'équipe multidisciplinaire de soins. Donc, les gens n'allaient pas être accueillis seulement par des médecins dans les CLSC, ils allaient être accueillis par des infirmières, des travailleuses sociales, des psychologues, des nutritionnistes, l'ensemble de l'équipe. Si on utilisait à leur plein potentiel les autres professions, on n'aurait peut-être pas autant de problèmes d'accès, puis on n'aurait peut-être pas autant un sentiment de pénurie. Mais la pénurie n'est pas seulement causée par ça. La pénurie est aussi causée principalement même par la privatisation des services de santé. Puis là, je ne parle pas de la pénurie nécessairement des médecins, mais plutôt de l'ensemble des autres professions. Clairement, ça, c'est une des raisons. Bien, c'est la raison principale pourquoi l'idée que le privé aide à réduire les listes d'attente, c'est un mythe. Cette idée-là, là, l'idée que si on crée des cliniques privées de chirurgie, par exemple, là, c'est beaucoup ça qu'on fait en ce moment. Là, le gouvernement a décidé de créer a décidé d'encourager les médecins qui font des chirurgies, donc les médecins dans les hôpitaux. Il leur a dit, créez vos propres cliniques privées, puis on va sous-traiter les chirurgies dans vos cliniques au lieu que vous les fassiez dans les hôpitaux. Et là, ça, c'est supposé d'être plus efficace et d'aider à réduire les listes d'attente. Et quand on dit, on crée des cliniques privées, si on creuse pas plus que ça, on peut avoir l'impression que en créant des cliniques privées, on est en train de créer des nouveaux services. On est en train d'ajouter des services de santé. Donc, ça va aider à désengorger le secteur public. En faisant faire des chirurgies dans le privé, ça va réduire les listes d'attente. Mais en réalité, ce que les études montrent, c'est que quand on augmente l'offre de services privés, on augmente les listes d'attente dans le secteur public. Et la raison, c'est que dans le cas des chirurgies, en particulier ici au Québec, ce qui explique notre incapacité à faire des chirurgies en quantité suffisante dans le secteur public, c'est pas parce qu'il manque de bâtisses, c'est pas parce qu'il manque de cliniques, c'est parce qu'il manque de personnel. Dans les hôpitaux, en ce moment, il y a plein de blocs opératoires qui sont sous-utilisés. Dans tous les hôpitaux du Québec, les blocs opératoires sont sous-utilisés parce qu'on manque de personnel pour faire des chirurgies. S'il y a des médecins du système public qui s'en vont dans une clinique privée pour faire des chirurgies, ces cliniques-là, elles ne vont pas cloner des infirmières, puis elles ne vont pas cloner des médecins, puis elles ne vont pas cloner des technologues. Là. Va falloir qu'elles embauchent pour être capables de faire les chirurgies. Bien, ces embauches-là, ça va être des employés
du secteur de la santé qui seront plus disponibles, qui vont être moins disponibles pour faire des chirurgies dans le secteur public. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on déplace les chirurgies. Et là, bien, c'est pas très efficace parce que, premièrement, un projet pilote du gouvernement a démontré que c'est beaucoup plus cher de faire les chirurgies dans le privé que de les faire dans le public. Et en plus, ce qu'on constate effectivement, ce qu'on sait aussi, c'est que les chirurgies qui sont faites dans le privé, c'est des chirurgies qui sont moins prioritaires, moins urgentes, moins complexes, sur des patients qui sont déjà en bonne santé, parce que les cliniques privées, elles sont là pour faire des profits. Donc, elles vont seulement faire les chirurgies rentables, qui peuvent être faites en grand volume, rapidement, qui ne nécessitent pas d'hospitalisation, qui ne risquent pas de complications. Puis toutes les chirurgies plus complexes, plus lourdes, plus longues à faire auprès de patients prioritaires avec des plus grands besoins, bien, celles-là, les gens vont peut-être être obligés d'attendre plus longtemps, finalement, dans le secteur public parce que le personnel va être parti dans les cliniques privées pour faire des chirurgies moins prioritaires. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas vrai que ça réduit les listes d'attente. On a des données, par exemple, sur l'Outaouais, là, qui montrent que là-bas, la privatisation des chirurgies s'est faite super rapidement. On est passé de 0 % des chirurgies, ou presque, faites dans le privé avant la pandémie, à 50 % des chirurgies faites dans le privé en ce moment, en Outaouais. Puis dans le secteur public, le nombre de chirurgies qui a été fait dans le secteur public a diminué de 23 % pendant la même période. Au Québec, en général, le nombre de chirurgies faites dans le secteur public a augmenté de 4 % dans le public. En Outaouais, ça a diminué de 23 % Donc, il y a vraiment clairement eu une espèce de transfert de ressources qui a été fait. Puis quand on analyse la main-d'œuvre en général aussi du secteur de la santé, ce qu'on voit, c'est que c'est même pas vrai qu'on est en pénurie. On a plus d'employés aujourd'hui, beaucoup plus que ce qu'on avait dans les années 90, à une époque où on disait on a un surplus de main-d'œuvre. À cette époque-là, on disait on avait tellement de main-d'œuvre qu'on va en mettre des milliers à la retraite. Mais quand on compare avec cette époque-là, aujourd'hui, on a 135 000 employés de plus que ce qu'on avait. Puis là, ça, c'est quand on compte par habitant dans le compte du vieillissement de la population. Mais dans le public, là, il y en a 45 000 de moins. Ces employés-là sont partis dans le privé. C'est une des raisons principales qui explique les difficultés d'accès aujourd'hui dans le secteur public. C'est super intéressant. J'aimerais qu'on poursuive avec le 5e mythe, en fait, qui est que le privé améliore la qualité des soins sans nuire à l'équité dans l'accès aux services. On en a un petit peu parlé de l'équité. On a un peu parlé aussi de la qualité des soins. Vous en avez fait mention au départ. Ce mythe-là, ce chapitre-là est structuré comme de deux manières. Vous commencez avec une section qui parle de la qualité. Donc, la recherche de profit, c'est une menace pour la qualité des services. Puis, vous rappelez là, plusieurs faits là, pour démontrer ça, là, notamment un qui nous a frappé beaucoup, là, les conséquences terribles de la pandémie dans le secteur de l'hébergement. Oui, au privé, au public, mais principalement au privé, puis c'est ce que vous démontrez. Puis j'aimerais qu'on parle aussi de la télémédecine, là, le fast-food médical. C'est de la manière dont vous le qualifiez. J'aimerais ça qu'on en parle, puis de cette brèche-là dans la loi maintenant qui permet, en tout cas, j'aimerais ça qu'on... Oui, bien, ça, c'est un peu complexe. En fait, la télémédecine, c'est... La télémédecine, en général, c'est pas quelque chose qui pose nécessairement problème. Hein? La télémédecine, en général, c'est quelque chose qui peut être bénéfique. C'est quoi la télémédecine? Ça, c'est quand on offre des services médicaux à distance, que ce soit par téléphone ou par des plateformes maintenant, de plus en plus, qui existent pour donner des services de santé à distance. Et là, ça, depuis la pandémie, en fait, puis même avant la pandémie, il y a des entreprises privées qui avaient commencé à développer des services de télémédecine, qui avaient exploité une brèche qui existait dans la loi sur l'assurance maladie pour être capable d'offrir des services privés de télémédecine. Puis là, bien, je peux essayer de l'expliquer rapidement, mais c'est un peu compliqué. Dans le fond, quand on a créé le système public, puis en fait, ça appuie l'idée là, que le privé, ce que ça fait, c'est que ça vampirise les ressources du public. Même le gouvernement reconnaît ça lui-même parce que quand on a créé le système public, on a mis en place des lois, des réglementations pour essayer d'empêcher cette vampirisation-là des ressources professionnelles par le secteur privé. Ces lois-là, on les a créées pour les médecins spécifiquement. Donc, les médecins au Québec qui vendent leurs services au régime public, donc qui participent au régime public, même si on s'en rappelle, ils pratiquent de manière privée, mais ils participent au régime public en étant financés par le public. Ces médecins-là doivent respecter deux conditions. Bien, en fait, doivent respecter une condition principale.
les médecins qui vendent leurs services au régime public n'ont pas le droit de vendre des services dans le secteur privé pour des services qui sont déjà couverts par la RAMQ, par l'assurance publique. Donc, les médecins au Québec doivent choisir s'ils participent au régime public ou non. S'ils ne participent pas, là, ils peuvent vendre leurs services dans le privé. Donc, ils peuvent vendre leurs services aux gens qui ont les moyens de payer. Mais quand ils vendent leurs services dans le privé, l'autre contrainte réglementaire, c'est que les assureurs privés n'ont pas le droit de couvrir les services vendus par les médecins dans le secteur privé si ces services-là sont déjà couverts par le secteur public. On appelle ça l'interdiction des assurances duplicatives. Ces deux conditions-là, c'est un peu compliqué, mais en gros, ces deux conditions-là, ce qu'elles font ensemble, c'est que ça restreint le marché pour les médecins. Parce qu'avec ces deux conditions-là, un médecin qui déciderait d'aller pratiquer dans le secteur, de ne pas participer au régime public, ses seuls clients possibles, c'est ceux qui ont les moyens de payer de leur poche pour les services, parce qu'ils ne peuvent pas être assurés. Puis, en plus, ces médecins-là ne peuvent pas arrondir leur fin de mois en allant pratiquer dans le privé parce qu'il faut qu'ils choisissent public ou privé. Donc, ça réduit beaucoup le marché et ça a fait que pendant très longtemps, les médecins ont été, bien, même encore aujourd'hui, là, il y a à peine 5 % des médecins qui choisissent d'aller pratiquer complètement dans le secteur privé, qui choisissent dans un modèle de financement privé avec prestations privées. Mais là, il y avait une brèche dans la loi, avant la pandémie, qui permettait aux médecins, bien, qui ne permettait pas, mais qui n'interdisait pas aux médecins de vendre leurs services à des entreprises de télémédecine. Je n'expliquerai pas pourquoi, mais dans le cas de la télémédecine, il y avait une espèce d'exception parce que ce n'était pas prévu la télémédecine, au moment où on a créé l'assurance maladie. Là. Donc, les entreprises de télémédecine, comme des entreprises comme TELUS, comme Dialogue, comme Maple, comme plein de grandes entreprises, ont exploité cette brèche-là pour essayer d'ouvrir une place pour le secteur privé dans le système de santé au Québec et ailleurs au Canada aussi. Et là, ça, c'était déjà le cas avant la pandémie, mais ça restait très, très marginal avant la pandémie parce que les gens n'avaient pas tendance tellement à aller consulter en télémédecine. Il n'y avait pas trop confiance à ce genre de choses-là. Mais là, avec la pandémie, avec la fermeture de l'économie, avec l'impossibilité de se rendre dans les hôpitaux, bien là, la télémédecine, ça a été même permis dans le secteur public et c'est devenu normal d'avoir recours à la télémédecine. Donc, les entreprises de télémédecine, leurs affaires ont littéralement explosé depuis la pandémie. Leur taux de croissance a atteint des niveaux, là, on parle de 1500 % de croissance, là, ça n'a juste pas de sens, là, c'est énorme. Et évidemment, bien, ces entreprises-là ont aussi dû embaucher pour être capables d'offrir les services. Donc, on se retrouve avec le même problème d'entreprises qui vont siphonner les ressources professionnelles du secteur public. Et les services qui sont offerts par ces entreprises-là, il y a eu beaucoup d'inquiétudes qui ont été exprimées par les collèges de médecins un peu partout au Canada, par des professionnels, par la vérificatrice générale, par des patientes et des patients. La qualité des services est très médiocre. C'est très souvent une espèce de 811 en personne, mais en ligne, mais pour lequel on doit payer. Puis finalement, le professionnel qui est devant nous, s'il fait bien son travail, la plupart du temps, il ne peut pas poser un diagnostic et régler le problème. La plupart du temps, il devrait nous envoyer voir un médecin en personne. Mais là, ce qu'on constate de plus en plus, c'est qu'il y avait même un article cette semaine là, qui disait qu'il y a des journalistes qui ont fait semblant d'avoir un doigt abîmé par un ballon. Ils ont mis leur doigt dans un attel. Puis là, ils ont demandé un service de télémédecine. Ils ont demandé un service de télémédecine un billet du médecin pour pouvoir rater le travail pendant 3 jours. Ils ont rencontré une infirmière en télémédecine, 3 minutes de la rencontre, aucun examen physique pour s'assurer qu'il y a bel et bien un problème au doigt. Le papier du médecin a été signé pour 135 $ pour la personne. Donc, là, ça, c'est pas de la bonne médecine, là, on s'entend. C'est pas des bons soins. Puis en plus, c'est que la télémédecine, c'est beaucoup... Quand c'est pas dans le réseau public, quand c'est dans des entreprises privées comme ça, c'est beaucoup du sans rendez-vous de patientes et de patients qui n'ont aucune continuité de soins, il n'y a aucun suivi, on n'est même pas sûr qu'il y a une tenue de dossier. Si l'entreprise fait faillite, ça va où ces dossiers-là? On ne le sait pas. Donc, il y a vraiment des enjeux de qualité des services qui ont été soulevés par beaucoup d'acteurs pour ce qui est de la télémédecine.
Et bien, ça pose aussi des enjeux d'équité dans l'accès, parce qu'évidemment, encore une fois, les seules personnes qui ont les moyens de payer, bien, c'est les personnes qui ont les moyens de payer, puis c'est les personnes qui ont des assurances. Il y a 40 des personnes au Québec qui n'ont pas d'assurance privée. Puis ces personnes-là, bien, c'est beaucoup des personnes âgées, des personnes défavorisées sur le plan socio-économique, donc des personnes qui ont plus de besoins d'accès. Mais là, ces personnes-là vont avoir plus de difficultés à accéder dans le système public parce que les entreprises de télémédecine embauchent, finalement. On pourrait en parler pendant bien des heures, mais on a été convaincus. Le privé, c'est une mauvaise chose. Dans un réseau public, il n'y a pas sa place. Ça ne solutionne pas les problèmes auxquels on est confronté. Vous terminez le livre avec une conclusion qui parle de la déprivatisation des services de santé. Peut-être une lumière un peu sur cet ouvrage-là. Moi, ce qui m'a marqué de ce chapitre-là, ce que je constate, c'est qu'il fait 4 pages, la déprivatisation. Donc, c'est que c'est pas si compliqué que ça, finalement. C'est ce que j'en comprends. Non, d'un point de vue technique, c'est pas très compliqué. C'est vraiment d'un point de vue politique là, que c'est plus compliqué, parce que les forces sociales pro-privées sont très fortes dans notre société. Elles sont pas nécessairement les plus nombreuses, mais c'est des forces sociales avec beaucoup de pouvoir, notamment avec beaucoup de pouvoir économique. Donc, il y a ça. Mais dans le fond, je l'introduis, cette conclusion-là, en parlant d'un 6e mythe qui est un peu non nommé, si on veut, dans l'annonce du titre et de l'introduction. Puis ce 6e mythe-là, je réfère au ministre Dubé qui dit « on n'a pas le choix ». C'est le mythe de la fatalité. Le 6e mythe, c'est le mythe de « on n'a pas le choix, c'est inévitable ». On est pris dans ce système-là, le privé, la privatisation, on n'y peut rien. C'est ça qui va se passer, puis on ne peut pas se mobiliser contre ça. Mais ça, c'est un mythe aussi. Puis l'histoire le démontre, parce qu'au moment où on a créé le système public en 1970, il y avait des forces économiques et sociales très puissantes qui étaient mobilisées pour la préservation d'un système privé contre la création d'un système public. Et bien, c'est des mobilisations sociales d'envergure qui ont permis la création du système public. Et finalement, ce qui a été fait en 1970, bien, c'est juste un peu un projet inachevé. T'sais, on a un peu arrêté en chemin. On a été capable de faire un gros pas en avant, mais on n'a pas été capable d'aller jusqu'au bout, justement à cause de ces résistances-là. Peut-être que là, on est dû pour un pas de plus et pour finalement mettre en place des éléments assez simple. Moi, ce que je suggère dans mon livre, c'est de jouer sur les 2 tableaux que j'ai mentionnés au début, c'est-à-dire au niveau du financement des services et au niveau de la prestation des services. Donc, sur le financement des services, je pense qu'on devrait appliquer à l'ensemble des professionnels de la santé les mêmes contraintes qu'on applique aux services des médecins. Ce que je parlais tantôt, l'interdiction des médecins de faire public-privé, puis l'interdiction des assurances duplicatives, bien, on devrait faire ça pour l'ensemble des services de santé, des services sociaux, parce qu'en ce moment, toutes les autres catégories professionnelles, comme les infirmières, les psychologues, les physiothérapeutes, peuvent travailler dans le public et dans le privé, et leurs services sont couverts par des assureurs privés. Donc, il y a un très grand marché pour ça. Et donc, ça génère beaucoup de problèmes d'équité parce que les personnes qui ont accès à ces professionnels-là, bien, c'est juste les personnes, encore une fois, qui ont les moyens de payer ou qui ont une assurance privée. Et du côté de la prestation, bien, il y a une grande partie des services privés qui existent en ce moment qui sont financés par des fonds publics. Donc, on pourrait très bien dire, si vous voulez continuer d'être financé publiquement, vous, les médecins, vous, les GMF, vous devez vous intégrer au réseau public. Où vous devez, et là, je parle aussi de la rémunération des médecins, vous devez devenir des employés du secteur public. Vous devez vous devez vous intégrer au réseau public ou, à la limite, bien, vous devez vous convertir en organisme à but non lucratif avec une gestion démocratique et transparente des fonds publics qui sont investis. Parce que ça, en ce moment-là, à quelques exceptions près, il y a des centaines de millions de dollars qui sont investis dans des entreprises privées en santé, des fonds publics auxquels on n'a pas accès. On n'a aucune idée comment ces fonds-là sont dépensés. On n'a pas accès aux rapports financiers des groupes de médecine de famille, des cliniques privées de chirurgie. On n'a pas accès
Les RPA, les résidences privées pour aînés. On n'a pas accès à leur rapport financier. On ne sait pas comment les millions, les centaines de millions investis dans ces entreprises-là sont utilisés. Donc, convertissez-vous en organisme à but non lucratif. Et l'autre chose à dire qui est importante, c'est qu'il faut aussi, évidemment, faire des changements dans le système public lui-même. Ce n'est pas suffisant de juste déprivatiser. Il va falloir aussi agir ailleurs. À l'IRIS, on a publié récemment, en novembre, ça fait 1 an, bientôt, on a publié une brochure dans laquelle on expose 6 solutions pour le système de santé, dans laquelle il y a des solutions qui concernent davantage le système public également. Ça, c'est disponible gratuitement sur notre site Internet, là, s'il y a des personnes qui sont intéressées. Donc, voilà. Bien, merci. Merci, Anne. Oui, alors, merci beaucoup. On s'achemine vers la fin. Peut-être on aurait chacune une question, Edith et moi. En fait, là, la toute dernière question, ce serait, vous avez étudié en sciences politiques, et puis il y a certainement des étudiants, des étudiantes peut-être qui pensent aller dans cette discipline-là. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous a motivé, puis à quel cégep vous étiez, puis comment ça s'est fait le choix de vos études? Oui, bien, moi, c'était clair pour moi que je n'allais pas aller en sciences. J'ai eu une passion pour mes cours d'histoire au secondaire, c'était ça. C'est les cours d'histoire qui m'ont amenée en sciences humaines. Puis, j'aimais tellement les cours d'histoire, puis j'ai découvert qu'il y avait un nouveau programme qui était créé, qui s'appelait Histoire et civilisation. Ce programme-là était donné au Cégep du Vieux-Montréal pour la première fois quand moi, j'ai été inscrite dans ce programme-là. Donc, j'ai fait mon Cégep au Vieux-Montréal en Histoire et civilisation. J'ai adoré ce programme-là. J'ai adoré pratiquement tous mes cours. Ça a été pour moi extrêmement stimulant. Donc, le chemin vers les sciences humaines ensuite à l'université était un peu naturel. Le programme Histoire et civilisation, c'est un programme malgré tout assez multidisciplinaire. Puis rendu à l'université, j'ai commencé dans la suite de ce programme-là. Donc, c'est un programme Histoire, culture et société. Mais je n'ai pas tellement aimé ça la première année dans ce programme-là. Par contre, j'ai adoré tous mes cours de sciences politiques que j'avais faits pendant cette année-là. C'est ce qui m'a finalement orientée à continuer en sciences politiques par la suite. J'ai pris sciences politiques, mais ça aurait très bien pu être sociologie ou autre chose parce que les sciences humaines, on les sépare, mais c'est un peu... c'est souvent arbitraire, les séparations. On donne des raisons pour les séparer, ces sciences-là, mais c'est souvent juste différents points de vue sur une même réalité. Là. On prend la réalité à partir de différents objets, mais on finit par parler des mêmes choses en bout de ligne. Donc, c'est ça. Puis, c'est progressivement, j'en suis venue à m'intéresser particulièrement aux politiques sociales, aux politiques de santé. Puis les politiques de santé, bien, on le sait, hein, c'est quelque chose qui touche de très près tout le monde. Puis c'était mon cas aussi. Donc, voilà. Bien, merci. Puis, en terminant, en fait, dans vos remerciements, là, je vais vous lire. Là. Vous écrivez, vous commencez ça comme ça. Au moment d'écrire ces lignes, les travailleuses et travailleurs des systèmes de santé, des services sociaux et d'éducation sont engagés dans le plus important mouvement de mobilisation et de grève du secteur public depuis 50 ans. Mes premiers remerciements vont à toutes celles et ceux qui ont lutté et qui luttent encore aujourd'hui pour la préservation des services publics au bénéfice de l'ensemble de la population. Ça m'amène à vous poser la question, qu'est-ce que vous connaissez probablement, là, on s'en est parlé juste avant, là, la campagne vraiment publique qui est menée par la CSN, qui vise à déprivatiser, décentraliser, démocratiser la santé et les services sociaux. Qu'est-ce que vous pensez de cette campagne? Oui, bien moi, je suis vraiment enchantée, en fait, de voir que le mouvement syndical, même le milieu communautaire aussi, se mobilise beaucoup en faveur de la préservation du système public de santé depuis plusieurs mois. Puis ça, pour moi, c'est réconfortant, c'est encourageant, ça donne de l'espoir. Puis, je le sens vraiment. Bien, c'est sûr que c'est mon domaine, fait que je suis plus attentive à ces signaux-là, mais suite à la publication de mon livre, j'ai eu tellement de demandes de conférences dans toutes sortes de milieux, dans des milieux plus ou moins près de la santé même, là, milieux syndicaux, milieux communautaires. Je sens qu'il y a vraiment une volonté, puis une ébullition, puis une mobilisation autour de cet enjeu-là. Puis, en fait,
l'histoire démontre que ces mobilisations-là sont absolument essentielles à la préservation du système public. Puis si on veut collectivement être capable de faire des gains supplémentaires puis d'aller plus loin dans le développement de services publics qui répondent vraiment aux besoins de la population, il va absolument falloir des mobilisations comme ceux-là parce que l'histoire montre que les gouvernements, au fil des décennies, n'ont pas accordé ces gains-là à la population de leur plein gré. Ça a toujours été suite à des mobilisations d'envergure que ça a été gagné, ce genre de choses-là. Donc, il va nécessairement falloir qu'il y ait des mobilisations comme ça pour que ce soit possible là, non seulement d'empêcher la privatisation accrue des services, mais même de mettre en place un vrai système 100% public. Merci. Bon, merci. Merci beaucoup. Alors, on est arrivé maintenant à la période des questions. Alors, je vous invite à peut-être prendre le micro. Il y en a un à droite et c'est celui-là. Un à droite et à droite. Ou, si vous voulez, on pourrait aussi distribuer le micro, si vous avez envie de rester assis à votre place. Bonjour. J'aimerais savoir, selon vous, c'est quoi les principaux impacts dans notre économie au Québec par rapport à la privatisation des soins de santé? Mettons, c'est quoi, qu'est-ce que ça engendre, dans le fond, par rapport à l'économie sur la privatisation des systèmes? Bien, en fait, on pourrait prendre cette question-là de toutes sortes d'angles. C'est sûr que, disons, le secteur privé de la santé, c'est un secteur économique qui est très important au Québec et ailleurs dans le monde, là. L'industrie privée de la santé, c'est une industrie majeure. Il y a énormément de profits qui sont générés dans le monde dans cette industrie-là. Je crois même me rappeler que l'industrie de la santé, c'est un secteur économique plus important que l'industrie pétrolière. Il faut vérifier, mais c'est vraiment un secteur économique très, très important. Mais c'est un secteur économique qui ne fonctionne pas nécessairement au bénéfice de l'ensemble de la population, puis qui ne fonctionne pas nécessairement de la manière la plus optimale possible pour donner les services à la population. Donc, ça génère vraiment beaucoup de profits, mais ça ne génère pas nécessairement les services de la meilleure qualité possible et la meilleure répartition la plus efficace possible des services. Et ça vient avec toutes sortes de conséquences économiques, évidemment, parce que, les difficultés d'accès aux services, les problèmes de santé générés par ces difficultés-là d'accès, ça va avoir des impacts sur l'ensemble de la société. Après, c'est le secteur public qui doit compenser pour les ratés du secteur privé, parce que quand des gens sont incapables d'avoir accès aux services dans le secteur public ou dans le secteur privé, ça va générer, par exemple, plus d'absentéisme au travail. Ça peut générer toutes sortes de problèmes qui vont avoir des conséquences économiques, certainement. Mais c'est surtout les conséquences humaines, évidemment, qui vont être les plus tragiques. Puis on les vit déjà là, depuis un bon moment au Québec avec ces problèmes d'accès-là majeurs. Merci beaucoup. Bien, je voudrais d'abord vous remercier pour la conférence. Ce matin, en me levant, je trouvais que je n'étais pas tout à fait assez indigné. Alors, merci. Je pose la question pour un ami. J'ai un ami qui connaît des médecins, dont un médecin spécialiste, entre autres. Et ces gens-là ont tous des compagnies à numéros. Ils sont vraiment des entrepreneurs, comme vous l'avez très bien fait voir. Et je suis curieux de savoir si on s'est intéressé à ce que pourrait représenter l'évitement fiscal de tous ces gros salaires, 6-7 fois le salaire médian, parce que tous ces gens-là pratiquent allègrement avec leur compagnie à numéros, qui sont par ailleurs fort sympathiques, mon ami me le répète souvent, de l'évitement fiscal. Oui, effectivement, depuis, je ne sais pas exactement depuis quelle année, mais depuis plusieurs années au Québec, les médecins ont le droit d'incorporer leur pratique médicale. Donc ça veut dire que les médecins ont le droit de créer des entreprises à numéros. Puis cette entreprise-là, c'est elle qui reçoit les revenus, qui déclare les revenus des médecins. Donc, les médecins, plutôt que de payer l'impôt sur le revenu d'un individu, donc plutôt que de payer l'impôt des particuliers, qui serait particulièrement élevé dans le cas des médecins parce que évidemment ils sont complètement en haut de toutes les braquettes d'imposition qui existent, eux vont payer l'impôt
des entreprises, qui est beaucoup plus faible que l'impôt des particuliers. Jusqu'à récemment, les médecins avaient même le droit de fractionner leurs revenus. Ça veut dire, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais ça veut dire que, par exemple, un médecin pouvait embaucher sa femme dans son entreprise à numéro. Même si sa femme ne faisait rien du tout dans son entreprise à numéro, il pouvait déclarer que la moitié de ses revenus servait à rémunérer sa femme dans son entreprise à numéro. Et donc, il divisait en deux son revenu, ce qui permet de diminuer aussi la braquette d'imposition. Donc, il y a toutes sortes de mécanismes comme ça, fiscaux, qui existent et qui permettent aux médecins de payer beaucoup moins d'impôts que ce qu'ils paieraient. Et donc, de moins bien financer les services publics. Là. On s'entend, là, cet impôt-là que les médecins ne payent pas, c'est de l'argent en moins pour financer le service de santé. Là. Donc, et on a calculé, on a estimé à l'IRIS, on a fait des estimations très grossières parce qu'on a très peu de données là-dessus. Les ministères des Finances du fédéral et du provincial refusent de rendre public des données sur ça. Mais à partir de données qui avaient été rendues publiques il y a plusieurs années, on avait estimé à 250 millions de dollars par année les pertes fiscales totales au fédéral et au provincial là, pour les médecins du Québec. Donc, c'est vraiment considérable quand même, là. Donc, voilà, c'est ça. Alors, bonjour. Bonjour. Moi, ma question, en fait, elle était par rapport au fait qu'au tout début de la conférence, vous avez parlé du fait que la CAQ, que le gouvernement caquiste, est en faveur du gouvernement, d'un système privé en santé. Est-ce que je me trompe? Non, bien, est en faveur de la privatisation, oui. Je voulais savoir si tout ce qui a été dit depuis le début de l'entrevue, par rapport au fait qu'il nous manque des chiffres, qu'il nous manque des données, que ce n'est pas très clair tout ce qui se passe avec l'argent qu'on fournit au privé, pourquoi est-ce que le gouvernement caquiste supporte l'industrie privée? Est-ce que c'est un peu comme avec, je ne sais pas moi, le troisième lien, où est-ce qu'il manque d'études? Est-ce que c'est juste où est-ce qu'ils disent qu'ils pensent que c'est ça qui est mieux? C'est quoi qui les pousse à penser de cette façon? Oui, bien ça, c'est toujours... cette question-là vient presque à chaque fois que je donne une conférence sur le privé. La question, c'est un peu, mais si on sait que le privé, ça ne fonctionne pas, là, je veux dire, il y en a plein des données qui démontrent que le privé, ça ne fonctionne pas. Si on le sait, pourquoi les gouvernements continuent de privatiser les services depuis 30 ans, là? C'est une grande question à laquelle je ne réponds pas dans ce livre-là, mais à laquelle je réponds dans mon premier livre, encore une fois. Dans Le capitalisme, c'est mauvais pour la santé. C'est une perspective plus large sur le système de santé. Puis dans ce livre-là, dans ce premier livre-là, j'analyse l'évolution du système de santé au Québec dans une perspective plus sociologique, peut-être. Donc, à partir des grandes forces sociales qui structurent la société. Donc, je m'intéresse au point de vue, aux prises de position et aux pressions exercées par différents groupes dans la société, dont le mouvement syndical, qui est un des acteurs importants de notre société, et dont le milieu des affaires, qui est aussi un acteur très important. Et donc, j'observe comment ces deux groupes-là ont manœuvré, en fait, au cours des décennies pour essayer d'influencer le gouvernement sur la manière dont on allait organiser les services de santé au Québec. Et ce que je constate avec cette analyse-là, c'est que le milieu des affaires, bien, il y a des rapports de force dans la société entre ces groupes-là. Puis quand le rapport de force est plus favorable au mouvement syndical, bien là, le système de santé va prendre une forme qui est plus conforme à ce qui est revendiqué et défendu par le mouvement syndical, en général un système public, alors que quand le rapport de force est plus favorable au milieu des affaires, ce qui est le cas la plupart du temps, bien là, c'est le milieu des affaires qui va être capable davantage d'imposer son point de vue et ses intérêts au gouvernement. Et c'est ce qui se passe depuis 30-40 ans avec le virage au néolibéralisme. Essentiellement, le néolibéralisme, c'est une situation où le rapport de force est extrêmement favorable au milieu des affaires. Donc, le milieu des affaires a été capable d'imposer ses intérêts, ses points de vue
au gouvernement, mais ce n'est pas nécessairement parce que les gouvernements pensent que c'est la bonne chose à faire qu'on privatise. C'est beaucoup sous ces pressions-là. Évidemment qu'il y a des gouvernements qui sont eux-mêmes plus sympathiques aux positions du milieu des affaires. Par exemple, la CAQ actuellement est composée à plus de 30 de gens d'affaires. Les gens d'affaires dans la population au Québec, en général, représentent, je pense, 0,5 de la population. Donc, il y a une très forte surreprésentation des gens d'affaires dans le gouvernement lui-même, ce qui fait que, évidemment, leur point de vue va être plus facilement représenté. Mais même quand il n'y a pas de gens d'affaires au gouvernement, puis qu'on a des gouvernements qui sont plus proches du milieu des travailleurs, bien, les milieux d'affaires ont un pouvoir structurel plus important que le reste de la société à cause de leur position dans l'économie, à cause que c'est les propriétaires des grands leviers de l'économie. C'est eux qui décident qu'est-ce qu'on investit, où est-ce qu'on investit, quels emplois on crée, qu'est-ce qu'on produit, comment on distribue la production. Donc, ils ont un pouvoir énorme sur la santé économique d'un pays ou d'une province. Les gouvernements ont tendance à prêter une oreille plus facilement à ces groupes-là, parce que s'ils ne le font pas, bien, ils ont peur des conséquences sur la santé de l'économie, justement. Puis, bien, les gouvernements, même s'ils n'ont pas beaucoup de pouvoir sur l'évolution de l'économie, parce que c'est justement pas eux qui prennent ces décisions-là, bien, les gouvernements, on les élit beaucoup sur leur bilan économique. Donc, les gens vont se dire, bien, si ça ne va pas bien dans l'économie, c'est de la faute au gouvernement. Ils ne vont pas les réélire. Donc, c'est ça. La façon dont notre économie fonctionne fait que les gens des milieux d'affaires ont un pouvoir démesuré, en quelque sorte, par rapport aux autres groupes dans la population. J'avais une question. Tantôt, vous avez parlé de l'exode des travailleurs dans le milieu privé. Mais je me demandais, est-ce que c'est aussi un enjeu, mettons, l'exode des cerveaux aux États-Unis ou pour de l'aide humanitaire ou des choses comme ça? Est-ce que ça aussi, ça a un impact sur le Québec? Bien, ça, moi, je me suis pas intéressée à cette question-là. Je n'ai pas documenté ça. Mais ce que je sais, c'est que quand on analyse l'évolution de l'ensemble de la main-d'œuvre en santé et services sociaux, même si on ne regarde pas ces éventuels départs-là vers d'autres provinces ou vers... c'est qu'en fait, on en a plus qu'on en avait au Québec des travailleuses et des travailleurs de la santé qui travaillent au Québec. Donc même s'il y a un exode des cerveaux aux États-Unis ou dans d'autres provinces, en réalité, on a quand même plus de main-d'œuvre qu'on en avait en santé et services sociaux aujourd'hui qu'on en avait à l'époque. Le problème, c'est que l'exode, c'est surtout vers le secteur privé qui se fait. Au début des années 90, 86 % du total de la main-d'œuvre en santé et services sociaux était dans le secteur public. Donc, 86 % de la main-d'œuvre était dans le secteur public. Aujourd'hui, 54 % de la main-d'œuvre en santé et services sociaux est dans le secteur public. Donc, il y a vraiment eu un exode vers le privé. Je ne suis pas certaine qu'on peut mesurer l'équivalent pour des travailleurs qui restent aux États-Unis. Je ne pense pas qu'on on a des ordres de grandeur aussi importants que pour l'exode vers le privé, mais je ne me suis pas intéressée particulièrement à ça, donc je n'ai pas de données là-dessus. Mais par contre, inversement, je sais qu'il y a des prises de position qui ont été faites sur l'idée d'aller chercher des travailleuses et des travailleurs de la santé ailleurs dans le monde, notamment en Afrique, pour essayer de contrer notre pénurie de personnel à nous. On va aller créer des pénuries de personnel ou empirer des pénuries de personnel ailleurs pour amener ces gens-là ici, alors que le problème ici, c'est pas qu'on manque de personnel, c'est qu'on laisse partir vers le secteur privé. Puis là, d'ailleurs, il y a une décision qui a été prise très récemment là, du gouvernement d'arrêter ce recrutement-là dans certains pays parce que, justement, on était en train de... à la demande de ces pays-là, parce qu'on était en train de provoquer un exode des cerveaux ailleurs, finalement. En sens inverse. Bien, alors, je pense que nous avons épuisé les questions. Je voulais donc, Anne Plourde, vous remercier. Oui. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était vraiment un plaisir. Il y a une belle... un beau public quand même. Hein? Ben oui. Et puis, vous féliciter à nouveau pour votre livre. Je vous invite vraiment à le lire. Il y a déjà 2 exemplaires qui vont être tirés.